Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une auditrice nommée Patricia, d'un village côtier à Veracruz, au Mexique. Son histoire m'a laissé sans voix pendant des heures après l'avoir lue. Si jamais vous avez ressenti que quelque chose d'invisible vous observe chez vous, ou si vous avez vécu des phénomènes que vous ne pouvez pas expliquer, faites-le moi savoir dans les commentaires. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Maintenant, permettez-moi de partager ce que Patricia a vécu lorsqu'elle a acheté la maison de ses rêves au bord de la mer, sans savoir qu'elle venait avec une locataire qui n'était jamais partie. Je m'appelle Patricia, j'ai 45 ans et je suis enseignante en primaire. Pendant 20 ans, j'ai vécu à Mexico, économisant chaque peso que je pouvais avec un seul objectif, acheter une maison face à la mer lorsque je prendrais ma retraite. Mais en 2022, lorsque ma mère est tombée malade et avait besoin d'un climat plus chaud, j'ai décidé d'anticiper ce rêve et de déménager à Veracruz. J'ai trouvé la maison parfaite dans un petit village appelé Boca del Rio. C'était une maison ancienne, des années 40, à 2 étages avec des balcons en fer forgé, des sols en mosaïque d'origine, et le meilleur de tout, elle se trouvait à seulement 50 mètres de la plage. Le prix était incroyablement bas pour ce qu'elle offrait, presque suspectement bas, mais l'agent immobilier m'a expliqué que l'ancienne propriétaire était décédée sans héritier et que la banque voulait la vendre rapidement. J'aurais dû enquêter davantage. J'aurais dû demander pourquoi une maison si belle était restée vide pendant 3 ans. J'aurais dû écouter lorsque la voisine d'à côté, Madame Amparo, a essayé de me prévenir le jour de mon déménagement. Mais j'étais tellement excitée, tellement heureuse d'avoir enfin ma maison à la plage, que j'ai ignoré les signes. Je me suis installé en mars 2022 avec ma mère, qui avait 72 ans et souffrait d'arthrite sévère. Le climat chaud de Veracruz lui ferait du bien, les médecins l'avaient confirmé. J'ai engagé une dame locale, Refugio, pour venir 3 fois par semaine aider avec le ménage et s'occuper de ma mère pendant que je travaillais dans une école proche. Les premiers jours étaient merveilleux. Se réveiller avec le son des vagues, prendre le petit déjeuner sur le balcon en regardant l'océan, sentir la brise marine sur mon visage. C'était tout ce que j'avais rêvé. Mais ensuite, les choses étranges ont commencé. Le premier signe a été l'odeur. Parfois, sans raison apparente, toute la maison se remplissait d'un parfum doux, écœurant, comme des gardenias mélangés avec quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Au début, je pensais que cela venait des jardins des voisins, mais l'odeur était plus forte à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. C'est elle, a dit Refugio la première fois que je l'ai mentionnée. Elle aimait les gardenias. Qui? Doña Soledad, la dame qui vivait ici avant. Ah, la propriétaire précédente. Tu l'as connue? Refugio acquiesça, mais ne dit rien de plus. Je vis quelque chose dans ses yeux, quelque chose comme de la peur ou du respect, mais quand je lui posai la question directement, il changea de sujet. Le deuxième signe fut ma mère. Maman commença à parler de la dame en robe blanche qui la visitait la nuit. Au début, je pensais que c'était ses médicaments qui causèrent de la confusion, ou peut-être le début de la démence. Mais elle insistait, avec une clarté qui m'inquiétait. Elle vient toutes les nuits, Patricia. Elle s'assoit dans le rocking chair près de la fenêtre et me regarde. Elle ne dit rien, elle me regarde juste. Maman, il n'y a pas de rocking chair dans ta chambre. Si, il y en a un, il est juste là. Elle désignait le coin vide près de la fenêtre. J'ai parlé à son médecin. Il m'a dit que cela pouvait faire partie du processus de vieillissement, que les hallucinations visuelles n'étaient pas rares chez les personnes âgées, surtout avec le changement d'environnement. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre des choses, des pas, à l'étage, quand j'étais en bas, quand ma mère dormait, quand Refugio était déjà parti. Le craquement distinct des planchers en bois du 2e étage, pas lent, délibéré, comme quelqu'un marchant d'une pièce à l'autre. La première fois que je l'ai entendu, j'ai pris un couteau de la cuisine et je suis monté les escaliers, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre. J'ai vérifié chaque pièce, toute vide, toutes les fenêtres fermées, personne. Mais les pas continuaient, presque toutes les nuits. J'ai commencé à enquêter sur la maison. Je suis allé à la bibliothèque locale et j'ai cherché dans de vieux fichiers. J'ai parlé avec des voisins âgés. Et peu à peu, j'ai reconstitué l'histoire de Soledad Montoya. Soledad avait vécu dans cette maison pendant 60 ans. Elle s'y était installée comme fiancée en 1942 avec son mari Joaquin, un pêcheur. Ils avaient 3 enfants, tous des garçons. Selon les registres et les histoires que j'ai entendues, Soledad était connue dans le village pour 2 choses. Sa beauté extraordinaire et son caractère dominant. C'était la femme la plus belle que j'ai jamais vue, m'a dit Don Arturo,
un homme de 90 ans qui avait connu Soledad dans sa jeunesse. Mais elle était aussi la plus jalouse. Joaquín ne pouvait même pas regarder une autre femme sans qu'elle ne fasse un scandale. Les enfants de Soledad ont grandi et sont partis, un par un, dès qu'ils le pouvaient. Les trois ont déménagé loin, dans d'autres États, et selon ce qu'on m'a dit, aucun d'eux n'est revenu la visiter fréquemment. Sa relation avec elle était compliquée. Joaquín est mort en 1985, noyé en mer pendant une tempête. Après cela, Soledad a vécu seule dans la maison pendant 37 ans de plus. Elle est devenue de plus en plus reclusive, plus étrange. Elle parlait toute seule, m'a dit Doña Amparo, ma voisine. Nous l'entendions à travers les murs, des conversations complètes, comme si quelqu'un était avec elle. Mais elle était toujours seule. Soledad est morte en 2019, à 98 ans. On l'a trouvée 3 jours après sa mort, dans sa chambre au 2e étage. Aucun de ses enfants n'est venu aux funérailles. Et depuis lors, la maison était restée vide, jusqu'à ce que je l'achète. Une nuit d'avril, 1 mois après avoir emménagé, quelque chose a changé. Les phénomènes se sont intensifiés. Il était 2 heures du matin quand je me suis réveillé au son de cristaux qui se brisaient. J'ai couru dans les escaliers et j'ai trouvé que toutes les assiettes du buffet de la cuisine étaient par terre, en 1000 morceaux. Elles n'auraient pas pu tomber toutes seules. Le buffet était stable, les assiettes étaient bien placées. Et au milieu des morceaux de porcelaine, j'ai vu une empreinte de pieds nus, petite, de femme, faite avec ce qui semblait être du sable mouillé. Ma mère est descendue les escaliers, attirée par le bruit. « C'est elle », a-t-elle dit d'une voix tremblante. La dame en robe blanche, elle est en colère. « Maman, ne dis pas ça. Je la vois toutes les nuits, Patricia. Et chaque nuit, elle est plus près de mon lit. Elle ne reste plus dans le rocking chair. La nuit dernière, elle était debout à mes côtés quand je me suis réveillé. La peur dans ses yeux était réelle, trop réelle pour n'être qu'une confusion sénile. Le matin suivant, j'ai appelé Refugio et lui ai demandé de tout me raconter sur Soledad. Tout. Refugio a soupiré profondément. J'ai travaillé pour Doña Soledad pendant 15 ans avant qu'elle ne meure. C'était une femme difficile, très contrôlante. Cette maison était son royaume et elle était la reine absolue. Personne ne pouvait rien déplacer sans sa permission. Personne ne pouvait rien changer. Et que s'est-il passé quand elle est morte? Avant de mourir, elle m'a dit quelque chose. Elle était dans son lit, très faible, et elle m'a serré la main avec force. Elle m'a dit « C'est ma maison, Refugio. Ce sera toujours ma maison. Et quand je partirai, je ne partirai pas vraiment. Je resterai pour m'assurer que personne ne la ruine, que tout reste comme cela doit être. » Un frisson m'a parcouru. Penses-tu que... Je pense que Madame Soledad a tenu sa promesse. C'est pourquoi la maison est restée vide si longtemps. D'autres familles ont essayé de vivre ici après sa mort. Aucune n'a duré plus de 2 mois. Toutes sont parties à cause des mêmes phénomènes que vous êtes en train d'expérimenter. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Refugio baissa les yeux. Parce que j'avais besoin du travail, et je pensais que peut-être avec vous ce serait différent. Peut-être que Madame Soledad accepterait une femme seule, quelqu'un qui prendrait bien soin de la maison. Cette nuit-là, j'ai décidé d'affronter la situation. Si Soledad était dans ma maison, je lui parlerais. Je suis monté au 2e étage à 11 heures du soir. Je suis allé directement dans ce qui avait été sa chambre, maintenant ma chambre d'hôte. Je me suis tenu au centre de la pièce et j'ai parlé à voix haute. Madame Soledad, si vous êtes ici, j'ai besoin que vous m'écoutiez. J'ai acheté cette maison légalement. Elle est à moi maintenant. Je respecte que vous ayez vécu ici pendant de nombreuses années, mais vous devez me laisser vivre en paix. C'est ma maison maintenant. Silence. J'ai attendu 5 minutes. Rien. Je me suis senti idiote à lui parler dans le vide. J'étais sur le point de partir quand la température a chuté drastiquement. J'ai pu voir ma respiration se condenser devant moi. Et puis je l'ai vue. Au début, ce n'était qu'une ombre, une obscurité plus dense dans le coin de la pièce. Mais elle a commencé à prendre forme. Une silhouette de femme, grande, mince, avec une longue robe qui semblait flotter. Je ne pouvais pas voir ses traits faciaux clairement. Tout était flou, comme si je la regardais à travers de l'eau. Mais je pouvais sentir ses yeux, fixés sur moi, m'évaluant. C'est ma maison. La voix venait de partout et de nulle part. Elle n'était pas forte, mais résonnait dans mes os. Ma maison, personne d'autre. Plus maintenant, réussis-je à dire, bien que ma voix tremblait. Vous êtes morte. Vous devez avancer. La silhouette s'est approchée, rapidement, trop rapidement.
Tout à coup, elle était à quelques centimètres de mon visage. L'odeur de gardénia était écrasante, mélangée à quelque chose de pourri, comme de la viande en décomposition. Je ne vais pas partir. Jamais. Cette maison est à moi. Ta mère le sait. Elle me voit. Elle comprend. Bientôt tu comprendras aussi. Et il a disparu. Je suis resté tremblant dans cette pièce pendant plusieurs minutes avant de pouvoir bouger. Quand je suis descendu, ma mère était dans le salon, en train de pleurer. Elle est très en colère, Patricia. Elle dit qu'elle ne veut pas que nous soyons ici, que nous devons partir ou quelque chose de mauvais va se passer. Le lendemain, j'ai contacté un prêtre. Le père Ramirez est venu cet après-midi-là. Je lui ai tout raconté. Il n'avait pas l'air surpris. J'ai entendu des histoires sur cette maison, a-t-il dit. Plusieurs de mes paroissiens m'ont mentionné des phénomènes étranges ici au fil des ans. Pouvez-vous m'aider ? Je peux bénir la maison, mais vous devez comprendre, Madame Patricia, que si l'esprit est très attaché à cet endroit, si sa volonté est très forte, une simple bénédiction pourrait ne pas suffire. Le père Ramirez a béni chaque pièce de la maison, a aspergé d'eau bénite, a prié des prières de protection. Toute la cérémonie a duré 2 heures. Ça devrait aider, dit-il en terminant. Mais si les phénomènes continuent, appelez-moi immédiatement. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Je n'ai pas entendu de pas. Je n'ai ressenti aucune présence. Ma mère n'a pas non plus signalé de visite. Je pensais que c'était fini. Mais 2 nuits plus tard, tout a empiré. Je me suis réveillé en entendant ma mère crier. J'ai couru dans sa chambre et je l'ai trouvée dans le coin, recroquevillée, pointant son lit. Elle est dans mon lit. Elle est allongée dans mon lit. J'ai regardé le lit. Je n'ai rien vu. Mais j'ai ressenti le poids. Je l'ai vu enfoncer, comme si quelqu'un était allongé là. Et puis j'ai entendu le rire. Un rire de femme, moqueur, froid. Ma mère a eu une crise de panique si sévère que j'ai dû l'emmener à l'hôpital. Les médecins m'ont recommandé de considérer de la déménager dans un endroit plus calme, que le stress pourrait lui causer une crise cardiaque. J'étais dans une impasse. J'avais investi toutes mes économies dans cette maison. Je ne pouvais tout simplement pas partir, mais je ne pouvais pas non plus mettre en danger la santé de ma mère. Refugio m'a donné le nom d'une femme. Doña Catalina. Elle sait ces choses. Des choses que l'Église ne peut pas gérer. Doña Catalina était une guérisseuse, une femme d'environ 60 ans, avec des yeux perçants et des mains pleines d'anneaux en argent. Elle est venue chez moi un mardi après-midi. Elle a parcouru chaque pièce lentement, touchant les murs, sentant l'air, murmurant des choses que je n'ai pas pu comprendre. Quand elle a terminé, elle s'est assise avec moi dans le salon. « C'est difficile », a-t-elle dit. « Très difficile. Cet esprit est ici depuis trop longtemps. Il s'est enraciné dans cette maison. Il fait maintenant partie de la structure. Que puis-je faire ? Il y a 2 options. 1, tu t'en vas. Tu vends la maison et tu t'en vas. 2, tu fais un accord avec elle. Un accord ? Avec un fantôme ? Avec un esprit, oui. Elle était humaine autrefois. Elle avait des désirs, des besoins, des peurs. Si tu peux trouver ce qu'elle veut, peut-être pourras-tu négocier. Que veut-elle ? Doña Catalina ferma les yeux. Du contrôle, du respect, qu'on se souvienne d'elle. Soledad est morte seule, oubliée par ses enfants, sans personne pour vraiment lui manquer. Cela l'a amère, cela l'a fait s'accrocher à la seule chose qu'elle avait, cette maison. Alors que dois-je faire ? Fais-lui un hôtel, mets sa photo si tu peux en trouver une. Des fleurs fraîches, surtout des gardénias. Une bougie blanche, toujours allumée. Et parle-lui, dis-lui que tu la respectes, que tu honores sa mémoire, que tu prendras soin de sa maison. Mais établis aussi des limites. Dis-lui qu'elle peut rester, mais qu'elle ne peut pas terroriser ta famille. Cela semblait absurde, mais elle était désespérée. J'ai trouvé une photographie de Soledad dans les archives du journal local. C'était de son mariage, 1942. Elle était belle, comme tout le monde l'avait dit. Cheveux noirs ondulés, yeux intenses, sourire énigmatique. J'ai fait l'hôtel dans le salon, dans un coin tranquille. J'ai mis sa photographie, acheté des gardenias frais, allumé une bougie blanche. Et j'ai parlé. Madame Soledad, je sais que c'était votre maison pendant de nombreuses années. Je sais que vous l'aimiez. Je l'aime aussi. Je ne veux rien détruire de ce que vous avez construit ici. Je veux en prendre soin, la garder belle. Mais j'ai besoin que vous me laissiez vivre en paix. Ma mère est malade. Elle a besoin de tranquillité. S'il vous plaît, si vous pouvez m'entendre, trouvez aussi la paix. Il ne s'est rien passé immédiatement. Mais cette nuit-là, pour la première fois en semaine, ma mère a dormi sans crier. Les jours suivants furent plus calmes. Les phénomènes ne s'arrêtèrent pas complètement, mais ils diminuèrent.
J'entendais encore des pas de temps en temps. Parfois, je sentais les gardenias sans raison. Mais il n'y avait plus de plats cassés, ni d'apparitions terrifiantes, ni de présence menaçante dans le lit de ma mère. J'ai développé une routine. Chaque matin, je changeais l'eau des gardenias sur l'autel. Chaque nuit, j'allumais une nouvelle bougie. Et je parlais avec Soledad. Je lui racontais ma journée, les choses que je réparais dans la maison, les projets que j'avais. C'était étrange, mais ça fonctionnait. Ma mère a commencé à aller mieux. Elle a cessé de voir la dame en robe blanche, ou du moins, elle a cessé d'avoir peur d'elle. Elle n'est plus menaçante, m'a-t-elle dit une nuit. Maintenant, elle m'observe juste, comme une gardienne. Je pense qu'elle voulait juste s'assurer que nous prenions bien soin de sa maison. Cela fait 2 ans que j'ai emménagé. Je vis toujours ici. Ma mère va beaucoup mieux. Son arthrite s'est améliorée avec le climat chaud. La maison est magnifique. Je l'ai restaurée avec soin, en respectant son architecture d'origine. Et Soledad est toujours ici. Je sais qu'elle est toujours ici. Je sens sa présence, surtout la nuit. Mais elle n'est plus terrifiante. C'est plus comme une présence vigilante. Refugio m'a dit il y a quelques semaines que d'autres personnes dans le village commentent que la maison a l'air différente maintenant. Plus vivante, plus heureuse. C'est parce que vous et Doña Soledad êtes en paix, m'a-t-il dit. Elle a trouvé quelqu'un qui respecte sa mémoire. Et vous avez trouvé une façon de vivre avec le passé sans qu'il vous consume. Parfois, quand je suis seul à la maison le soir, je m'assois près de l'autel et je raconte à Soledad ma journée. Je lui montre des photos des réparations que j'ai faites, de la façon dont j'ai pris soin de son jardin. Et je jure que parfois, juste parfois, je ressens quelque chose comme de l'approbation. Une chaleur qui n'est pas physique. Une présence qui ne me fait plus peur. Je ne sais pas si c'est sain. Ma sœur qui vit au Mexique pense que je suis folle. Tu parles à un fantôme, Patricia. Tu as besoin de thérapie, pas de bougies et de fleurs. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que tout cela est une forme élaborée d'auto-illusion, une manière de faire face au stress de vivre dans une vieille maison avec une histoire. Mais j'ai appris quelque chose au cours de ces 2 dernières années. Parfois, partager un espace avec le passé nécessite plus que simplement l'ignorer ou le détruire. Cela nécessite du respect. Cela nécessite de reconnaître que les murs conservent des souvenirs, que les personnes qui ont vécu avant nous ont laissé une empreinte qui ne s'efface pas facilement. Solda Montoya a vécu dans cette maison pendant 60 ans. Elle l'a aimée, l'a soignée, y a versé sa vie. Et quand elle est morte, elle n'a pas pu le laisser partir. J'aurais pu me battre, j'aurais pu amener plus de prêtres, plus de guérisseurs, plus d'exorcistes. J'aurais pu essayer de l'expulser par la force, mais j'ai choisi un autre chemin. J'ai choisi de faire la paix avec l'esprit de la femme qui est venue avant moi. Et ça a fonctionné. Ma maison au bord de la mer est enfin paisible. Les vagues se brisent doucement dehors. La brise marine entre par les fenêtres. Ma mère lit sur le balcon. Les gardénias fleurissent dans le jardin. Et la nuit, quand la lune brille sur l'océan et que tout est calme, je vois parfois une silhouette sur le balcon du 2e étage. Une femme en robe blanche, regardant la mer. Cela ne me fait plus peur. Parce que je comprends maintenant que Soledad n'est pas une menace. C'est une gardienne. Elle veille sur sa maison, notre maison. Et tant que je la respecte, tant que je garde sa mémoire vivante, tant que je prends soin de ce qu'elle a aimé, nous pouvons coexister. Est-ce étrange? Oui. Est-ce peu conventionnel? Sans aucun doute. Est-ce que ça fonctionne? Pour moi, oui. Parfois, la peur ne se combat pas par la confrontation. Elle se combat par la compréhension, par l'empathie, en reconnaissant que les esprits qui nous hantent ont aussi été des personnes autrefois, avec leurs propres douleurs, leurs propres amours, leurs propres besoins. La solitude avait besoin d'être rappelée. Elle avait besoin de savoir que sa maison continuerait d'être aimée. Et j'avais besoin d'un foyer où ma mère pourrait guérir. Nous avons trouvé le moyen de nous donner mutuellement ce dont nous avions besoin. C'est tout ce que Patricia a voulu partager. Elle m'a dit qu'elle vit toujours dans cette maison et que la relation avec Soledad reste pacifique. Elle a changé les gardénias ce matin avant de m'écrire. Si jamais tu as dû partager ton espace avec quelque chose d'autre, j'aimerais savoir comment tu as géré cela. Laisse-le dans les commentaires. Et si cette histoire t'a fait penser différemment à ce que signifie être hanté, partage-la. Parfois, les fantômes ont juste besoin d'être rappelés. Que tu dormes paisiblement ce soir.
Cette histoire m'est parvenue d'une auditrice qui préfère que je l'appelle simplement Laura. Elle m'a écrit depuis une ville du Nord, et ces mots m'ont profondément troublé. Si jamais vous avez ressenti que quelque chose vous poursuit, qu'une présence ne vous lâche pas peu importe où vous allez, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Parfois, partager ses vécus nous aide à les traiter. Ce que Laura a vécu a commencé de manière innocente. Elle a accepté un emploi comme aide-soignante de nuit dans une maison de retraite. Elle pensait que ce serait routinier, même ennuyeux. Mais il y a des endroits où les morts ne reposent pas, et les vivants ne devraient pas y rester non plus. Voici l'histoire de Laura. Je n'aurais jamais dû accepter le service de nuit. Mais j'avais besoin d'argent. Je venais de divorcer et je vivais seul pour la première fois en 10 ans. Le loyer de mon petit appartement absorbait presque tout mon salaire. Et quand j'ai vu l'annonce cherchant une garde de nuit à l'Asilo San Rafael, avec un salaire presque le double de la normale, je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'aurais dû me demander pourquoi il payait si bien. L'Asilo San Rafael était en périphérie de la ville. Un vieux bâtiment de 3 étages qui avait autrefois été un hôpital. Les murs étaient en briques sombres, les fenêtres hautes et étroites, et il y avait quelque chose dans son architecture qui vous faisait vous sentir petit, mal à l'aise. La directrice, Madame Mendes, m'a accueilli dans son bureau. C'était une femme d'une 60aine d'années, maigre comme un clou, avec les cheveux complètement gris relevés en un chignon serré. « Avez-vous déjà travaillé dans le soin des personnes âgées ?» m'a-t-elle demandé sans lever les yeux de mon CV. « Oui, pendant 2 ans à l'hôpital central, mais en journée. Et cela ne vous dérange pas de travailler la nuit ? Non. En fait, je préfère les horaires nocturnes. Il y a moins de monde, moins de bruit. » Quelque chose a traversé son visage, du soulagement, de l'inquiétude. Je n'ai pas pu l'identifier. Bien, le service est de 11h du soir à 7h du matin. Il y a 24 résidents en ce moment. La plupart dorment toute la nuit, mais certains ont besoin d'attention. Changement de couche, médication, aide pour aller aux toilettes. Il y a un infirmier de garde, Roberto, qui s'occupe des urgences médicales. Vous devez juste faire les rondes chaque heure et répondre si quelqu'un sonne. Ça semble gérable. Il y a quelques règles. Il sortit une feuille imprimée et me l'a remis. Lisez-les attentivement. La liste disait 1. Faites les rondes dans l'ordre. D'abord le 3e étage, puis le 2e, puis le 1er. 2. N'entrez pas dans la chambre 307, peu importe ce que vous entendez de l'intérieur. 3. Si vous trouvez un résident en dehors de sa chambre, ramenez-le immédiatement. 4. Ne répondez pas si quelqu'un vous appelle depuis une chambre avec la porte fermée. 5. Si les lumières du 3e étage clignotent, descendez immédiatement au 1er étage et restez-y jusqu'à ce que cela s'arrête. 6. Gardez toujours votre radio allumée. 7. Ne regardez pas par les fenêtres après 3h du matin. Je levai les yeux, confuse. C'est sérieux ? Complètement. Ce sont des protocoles de sécurité basés sur des expériences passées. Quel genre d'expérience ? Madame Mendez a fermé mon dossier. Le type qui fait que les gens démissionnent. Nous avons eu 17 gardiens de nuit au cours des 2 dernières années. Aucun ne dure plus de 3 mois. Si vous pouvez rester au moins 6 mois, vous recevrez une prime de fidélité. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais 17 personnes en 2 ans signifiait qu'ils étaient désespérés. Et les gens désespérés perdent bien. J'accepte le travail. Madame Mendez soupira. Que Dieu vous aide, alors. Mon premier shift était un mardi. Roberto, l'infirmier de garde, était un homme d'une 40aine d'années, avec un ventre proéminent et un sourire aimable qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as lu les règles ?» me demanda-t-il en me montrant la station d'infirmière au 1er étage. « Oui, bien qu'elles semblent un peu étranges. » Je sais, j'ai aussi pensé que c'était une absurdité quand j'ai commencé. Mais crois-moi, Laura, suis-les à la lettre. Que se passe-t-il si je ne le fais pas ? Elle resta silencieuse un long moment. Des choses mauvaises, des choses qui n'ont pas d'explication logique. Comme quoi ? Je préfère ne pas en parler. Juste, suis les règles, fais tes rondes. Et si quelque chose te semble mal, très mal, appelle-moi par radio immédiatement. Elle m'a montré comment utiliser la radio, où se trouvaient les fournitures, et m'a donné un porte-clés avec les clés maîtresses. À 11h précises, mon service a officiellement commencé. L'asile de nuit était un endroit complètement différent de celui que j'avais vu pendant la journée lors de mon entretien. Les couloirs étaient à peine éclairés par des lumières d'urgence qui projetaient des ombres longues et déformées.
La climatisation faisait un bruit constant, comme un murmure grave qui ne s'arrêtait jamais. Et il y avait une odeur, difficile à décrire. Ce n'était pas désagréable exactement, mais pas non plus agréable. Quelque chose entre un vieux médicament et des fleurs fanées. Mon premier tour était calme. Je suis monté au 3e étage en utilisant les escaliers. L'ascenseur fonctionnait, mais Roberto m'avait conseillé de prendre les escaliers. C'est plus sûr, avait-il dit sans expliquer pourquoi. Le 3e étage avait 8 chambres. J'ai vérifié chacune, en me penchant silencieusement. Tous les résidents dormaient, respirant avec ces sons rauques et laborieux propres à l'âge. Tous, sauf la chambre 307. Quand je suis passé devant cette porte, j'ai entendu quelque chose. Un pleur, doux, comme celui d'un enfant. Je me suis rappelé la règle. N'entrez pas dans la chambre 307, peu importe ce que vous entendez de l'intérieur. Je suis resté debout devant la porte, indécise. Les pleurs continuaient, entrecoupés, douloureux à entendre. « Bonjour » ai-je appelé doucement. Les pleurs s'arrêtèrent brusquement. J'attendis. Rien. Je poursuivis ma ronde. Le 2e étage, le 1er étage. Tout était normal. Je retournai à la station d'infirmière et notai dans le registre. Première ronde complétée, tout est calme. Roberto hocha la tête depuis son bureau où il lisait un magazine. Bien, la prochaine dans 1 heure. La 2e ronde fut identique à la première, sauf que cette fois, en passant devant la 307, la porte était entrebâillée. J'étais sûr qu'elle avait été fermée auparavant. Je jetai un coup d'œil avec précaution. La chambre était sombre, mais je pouvais distinguer un lit vide, drap froissé, mais aucun résident. Règle numéro 3, murmurai-je pour moi-même. Si vous trouvez un résident hors de sa chambre, ramenez-le immédiatement. Mais il n'y avait personne à ramener. Je fermai la porte et continuai ma ronde, inquiète. Lors de la 3e ronde, à 1 heure du matin, les choses commencèrent à changer. J'étais au 3e étage quand j'ai entendu des pas, clairs, lents, marchant dans le couloir derrière moi. Je me suis retourné. Il n'y avait personne. Les pas ont continué, comme si quelqu'un d'invisible marchait, s'approchant. « Roberto » ai-je appelé par la radio d'une voix tremblante. « Que se passe-t-il ? Es-tu au 3e étage ? » « Non, je suis dans mon bureau. Pourquoi ? » J'entends des pas. Il y a eu une pause. D'où viennent-ils ? Je ne sais pas. Ils sont dans le couloir. Laura, écoute-moi attentivement. Termine le tour du 3e étage et descends immédiatement. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas en arrière. J'ai fait exactement ce qu'elle a dit. Les pas m'ont suivi jusqu'à l'escalier, mais ne sont pas descendus avec moi. Quand je suis arrivé au 1er étage, je tremblais. Roberto m'attendait avec une tasse de thé. Prends ça, tu dois te calmer. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais ça se passe toutes les nuits. Des pas, des voix, des ombres. Cet endroit est habité par des choses qui ne sont pas parties quand elles sont mortes. Tu es en train de dire que l'asile est hanté ? Je n'aime pas utiliser ce mot. Mais oui, en gros. J'ai pris une gorgée de thé. Il était très sucré, mais m'a aidé à me calmer. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant de m'embaucher ? Parce que personne ne le croirait sans le voir. Et nous avons besoin de personnel. Les résidents ont besoin d'attention. Nous ne pouvons pas simplement fermer l'endroit. Pourquoi ne les transférez-vous pas dans un autre asile ? Parce que c'est le seul qui accepte un certain type de résidents. Ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux que personne d'autre ne veut. Roberto se pencha sur sa chaise. La plupart d'entre eux sont ici depuis des années. C'est leur maison. Et certains sont déjà morts ici. Mais leurs esprits sont restés, y compris la chambre 307, particulièrement la 307. Il baissa la voix. Il y a 5 ans, une femme nommée Dolores Ramirez vivait dans cette chambre. Elle avait une démence avancée. Une nuit, pendant une tempête, elle est tombée de son lit et s'est frappée la tête. Elle est morte seule, dans l'obscurité, appelant à l'aide. Personne ne l'a entendue jusqu'au matin suivant. Je ressentis un frisson. Les pleurs que j'ai entendus, c'est elle. Elle est toujours là. Elle demande encore de l'aide. C'est pourquoi nous n'entrons jamais. Parce que si tu entres, elle pense que tu es venu l'aider. Et elle ne te laisse pas partir. Les rondes suivantes étaient de plus en plus troublantes. À 2 heures du matin, j'ai trouvé un résident en dehors de sa chambre au 2e étage. Un vieil homme en fauteuil roulant, regardant le mur blanc. « Monsieur Gutiérrez », l'ai-je appelé doucement. Je connaissais son nom grâce à la liste que Roberto m'avait donnée. « Que faites-vous éveillé ?» Il n'a pas répondu. Il ne bougeait pas. Je me suis approché et j'ai touché son épaule. Elle était froide. «
trop froide. Monsieur Gutiérrez, lentement, très lentement, il a tourné sa tête vers moi. Ses yeux étaient complètement blancs, sans pupille, sans iris, juste du blanc. Je reculais avec un cri étouffé. Il a souri, si jeune, si pleine de vie. Ça fait si longtemps que je ne sens plus la vie. Roberto, ai-je parlé d'urgence dans le radio? J'ai une urgence au 2e étage. Le sourire du vieil homme s'est élargi, antinaturel, trop large. Il ne viendra pas à temps. Ses mains, squelettiques et tremblantes, se sont tendues vers moi. J'ai couru dans le couloir, descendu les escaliers en trébuchant, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Roberto m'a trouvé au 1er étage, hyperventilant. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté entre des sanglots. Il a lourdement soupiré. Monsieur Gutiérrez est mort il y a 3 jours. Nous l'avons trouvé dans sa chambre, infarctus. Mais nous n'avons pas pu enlever sa présence. Parfois, il apparaît encore dans son fauteuil roulant. C'est de la folie. Cela ne peut pas être réel. Je sais, mais c'est le cas. Et maintenant que tu l'as vu, tu ne peux plus l'ignorer. Je démissionne. Tu peux le faire. Personne ne te blâmerait. Mais réfléchis-y jusqu'à la fin du service. Le bonus de fidélité pourrait changer ta vie. Je suis resté parce que j'étais stupide, parce que j'avais besoin d'argent, parce qu'une partie de moi, la partie curieuse et têtue, voulait comprendre. À 3 heures du matin, les lumières du 3e étage ont commencé à clignoter. J'étais au 2e étage quand je l'ai vu. Les lumières du plafond clignotaient rapidement, on-off, dans un motif frénétique. Je me suis rappelé la règle. Si les lumières du 3e étage clignotent, descends immédiatement au 1er étage et reste là jusqu'à ce que ça s'arrête. J'ai couru en bas. Roberto était déjà en alerte. Tu les as vus? Oui. Bien que tu sois descendu, quand elles clignotent comme ça signifie que quelque chose est très actif en haut. C'est dangereux d'être prêt. Je ne sais pas exactement, mais les quelques soignants qui ont ignoré cette règle et sont montés pendant les clignotements, aucun n'est revenu comme avant. L'un est resté catatonique. Une autre a développé des attaques de panique sévères. Un autre a juré qu'il a vu l'enfer lui-même. Les lumières ont clignoté pendant 15 minutes. Puis, elles se sont arrêtées brusquement, revenant à leur éclat normal et constant. « Tu peux continuer », a dit Roberto. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas remonter. Je ne voulais pas voir ce qui avait causé ce clignotement. Le reste de la nuit s'est écoulé dans un brouillard de peur constante. Chaque ombre semblait bouger, chaque bruit était potentiellement menaçant. Je sursautais au moindre bruit. À 6 heures du matin, alors que j'étais sur le point de terminer mon service, j'ai enfreint une règle. Je faisais ma dernière ronde quand je suis passé devant une fenêtre au 3e étage. Le ciel était encore sombre. Techniquement, il était passé 3 heures du matin quand la règle disait de ne pas regarder. Mais je pensais qu'il serait acceptable de le faire près de l'aube. Je regardais par la fenêtre. Et j'ai vu quelque chose dans le jardin en bas. Des figures. Beaucoup de figures. Debout sur l'herbe, complètement immobiles, toutes regardant vers le haut, vers les fenêtres de l'asile. Vers moi. Elles n'étaient pas humaines. Pas complètement. Elles avaient des formes vaguement humanoïdes, mais elles étaient déformées, trop grandes, trop maigres, avec des membres qui se pliaient à des angles impossibles. Et toutes me regardaient. Je reculais de la fenêtre, le cœur dans la gorge. Quand je regardais à nouveau, il n'y avait rien. Le jardin était vide, mais je savais ce que j'avais vu. À 7 heures précises, mon service s'est terminé. La gardienne du jour, une femme âgée appelée Estella, est arrivée à l'heure. « Comment s'est passée la nuit ?» demanda-t-elle joyeusement. « Tranquille, mentis-je. » Roberto me regarda mais ne dit rien. Je rentrais chez moi en pilote automatique, mon esprit reproduisant tout ce que j'avais vu. Les pas invisibles, le vieil homme aux yeux blancs, les lumières clignotantes, les figures dans le jardin. J'aurais dû démissionner ce même jour, mais je ne l'ai pas fait. Je suis revenu la nuit suivante, et la suivante, et la suivante, parce que Roberto avait raison. Une fois que tu vois, tu ne peux pas l'ignorer. Et une partie perverse de moi avait besoin de comprendre. J'avais besoin d'en savoir plus. Les nuits sont devenues une routine d'horreur. Chaque service apportait de nouveaux phénomènes, de nouvelles expériences qui défiaient la réalité. J'ai commencé à reconnaître des motifs. Les silhouettes dans le jardin n'apparaissaient que lors des nuits de nouvelle lune.
Les pas au 3e étage commençaient toujours à 1h et se terminaient à 3h. Les pleurs venant de la 307 étaient plus forts les mardis, et j'ai appris davantage sur les résidents, les vivants et les morts. Monsieur Gutiérrez n'était pas le seul fantôme. Il y en avait au moins 7 autres que Roberto pouvait identifier. Anciens résidents, qui étaient notés morts dans l'asile et n'étaient jamais partis. Pourquoi restent-ils ? Lui ai-je demandé une nuit. Certains parce qu'ils n'ont nulle part où aller, d'autres parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et d'autres, hésita-t-il, d'autres parce que quelque chose les retient ici. Quelque chose d'obscur dans ce bâtiment. Quelque chose d'obscur. Cet endroit n'a pas toujours été un asile. Il y a longtemps, dans les années 40, c'était un hôpital psychiatrique. Il faisait des expériences, des traitements brutaux. Beaucoup de patients sont morts ici dans des circonstances horribles. Leurs souffrances ont laissé une marque, une tache dans le bâtiment même. Pourquoi ne le ferment-ils pas ? Pourquoi permettre qu'il continue à fonctionner ? Parce qu'en dépit de tout, il reste nécessaire. Les résidents qui sont ici n'ont nulle part ailleurs où aller. Et les morts, eh bien, ils sont déjà ici de toute façon. Fermer le bâtiment ne les ferait pas disparaître. Au cours de ma 3e semaine, quelque chose a changé. Les fantômes ont commencé à me remarquer davantage, à interagir avec moi, comme si ma présence constante les avait rendus conscients de moi. Une nuit, alors que je faisais ma ronde au 2e étage, une porte s'est ouverte toute seule devant moi. À l'intérieur, assise sur une chaise, se trouvait une vieille femme que je savais morte depuis 2 ans. « Infirmière », m'a-t-elle appelé d'une voix rauque. « Pouvez-vous me rapporter de l'eau ?» Je me suis rappelé la règle. Ne répondez pas si quelqu'un vous appelle depuis une chambre avec la porte fermée. Mais la porte était ouverte. Techniquement, cela ne violait pas la règle. Bien sûr, ai-je répondu, plus par instinct professionnel que par pensée rationnelle. Je suis allé chercher de l'eau. Quand je suis revenu, la chambre était vide. La chaise où elle avait été était couverte de poussière, comme si personne ne s'y était assis depuis des années. J'ai laissé le verre d'eau sur la table de nuit de toute façon. La nuit suivante, le verre était vide. Les semaines sont devenues des mois. J'ai survécu aux 3 mois que la plupart des soignants ne réussissaient pas à passer. Puis 4, puis 5. Je me suis étrangement habitué au surnaturel. Les bruits de pas ne me faisaient plus peur. Les fantômes faisaient partie de la routine. J'ai même commencé à parler avec certains d'entre eux. Madame Martinez, dans la chambre 212, morte depuis 4 ans, me racontait sa vie, sa famille qui ne l'a jamais visitée, ses enfants qui l'ont oublié. Monsieur Gutiérrez, celui aux yeux blancs, a finalement cessé d'être menaçant. Il était juste confus, perdu, cherchant quelque chose qu'il ne se souvenait plus. J'ai appris à éviter la chambre 307. Les pleurs ne s'arrêtèrent jamais, mais j'ai appris à les ignorer, à ne pas ressentir de pitié, parce que ressentir de la pitié te faisait vouloir aider, et aider signifiait ouvrir cette porte. J'ai été là pendant 6 mois. Madame Mendes m'a appelé dans son bureau. Elle semblait sincèrement surprise de me voir. « Je n'ai jamais pensé que tu irais si loin », a-t-elle admis. « Voici ta prime de fidélité. » Elle m'a remis un chèque. C'était suffisant pour couvrir 3 mois de loyer. « Merci. Vas-tu rester ? » « Je ne sais pas. Tu es doué pour ça. Les résidents t'aiment, tant les vivants que les... » Elle a laissé la phrase inachevée. « Vous savez ce qui se passe ici la nuit ? » Bien sûr. Je le sais depuis que je suis enfant. Ma grand-mère a fondé cet asile. Elle m'a parlé des esprits, de l'énergie sombre du bâtiment, du prix que nous payons pour maintenir cet endroit en fonctionnement. Quel prix ? Notre raison, notre paix intérieure, la capacité de voir le monde comme le voient les autres. Il me regarda avec des yeux fatigués. Une fois que tu vois ce qu'il y a au-delà du voile, Laura, tu ne reviens jamais à la normale. Il avait raison. J'ai démissionné cette semaine-là. Pas parce que j'avais peur. J'avais déjà surmonté la peur. J'ai démissionné parce que j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Je m'habituais. Les fantômes devenaient plus réels pour moi que les vivants. Je commençais à préférer mes conversations nocturnes avec les morts à mes interactions diurnes avec des personnes normales. Je franchissais une ligne. Et si je ne m'arrêtais pas, je pourrais ne pas pouvoir revenir en arrière. C'était il y a 3 ans. Maintenant, je travaille dans un bureau. Un travail de jour normal, ennuyeux, sans fantômes, sans phénomènes inexplicables. Mais parfois, lors de nuits très silencieuses, j'entends des pas dans mon appartement.
des pas que je reconnais, et parfois, je vois des silhouettes debout devant ma fenêtre, grandes, minces, me regardant. Parce que Roberto avait raison, une fois que tu vois, tu ne peux plus revenir en arrière. Le voile s'est levé pour moi, et il ne redescendra jamais complètement. Ici se termine ce que Laura m'a partagé. Maintenant, elle travaille entourée de gens, elle dit qu'elle a besoin du bruit et de la vie pour ne pas se perdre dans le silence où les morts parlent plus fort. Si tu as travaillé quelque part, où tu as ressenti des présences, où les nuits n'étaient pas tout à fait normales, j'aimerais que tu le partages dans les commentaires. Ces histoires nous connectent de manières étranges. Merci d'avoir écouté et passe une nuit tranquille. Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose que m'a envoyé un abonné nommé Gabriel. Il vit dans un village de la jungle et ce qu'il y a vécu l'a marqué à vie. Si vous avez déjà ressenti qu'il y a des endroits où vous ne devriez pas être, ou si vous avez vu des choses qui défient toute logique, racontez-le moi dans les commentaires. J'aime savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu l'inexplicable. Gabriel était un étudiant en anthropologie de 28 ans lorsqu'il est arrivé dans ce village reculé pour faire sa recherche de thèse. Il pensait qu'il ne documenterait que des traditions et des légendes. Il n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait partie intégrante de l'une de ces légendes. Voici son histoire. Je n'aurais jamais dû poser des questions sur les lutins, mais je suis anthropologue. Poser des questions, c'est ce que je fais. J'ai arrivé au village de San Jacinto en août 2019, un endroit minuscule au milieu de la jungle, si éloigné qu'on ne peut y accéder qu'en bateau après 6 heures de voyage sur le fleuve. 120 habitants, la plupart des indigènes qui parlent encore leur langue ancestrale plus que l'espagnol. Parfait pour ma thèse sur le syncrétisme religieux dans des communautés isolées. Don Eusebio, le chef communal, m'a accueilli. Un homme d'une 60aine d'années, petit et maigre, avec une cicatrice qui traversait sa joue gauche. « Vous pouvez rester dans la maison communale », m'a-t-il dit d'un espagnol lent et soigneux. « Mais vous devez respecter nos coutumes, il y a des règles. » « Bien sûr, ai-je répondu. Je suis ici pour apprendre, pas pour causer des problèmes. Il a hoché la tête, mais quelque chose dans ses yeux m'a fait sentir qu'il ne me croyait pas tout à fait. La maison communale était une construction en bois surélevé sur des pilotis, avec un toit en palmier et des murs laissant entrer l'air humide de la jungle. Elle avait une petite chambre qui serait mon foyer pendant les 3 mois suivants. Basique mais confortable. Un hamac, une table, une lampe à pétrole. Les premiers jours furent tranquilles. J'observais, prenais des notes, posais des questions basiques. Les gens étaient aimables mais prudents. Ils me regardaient comme un étranger curieux, pas tout à fait fiable mais pas non plus menaçant. C'est lors de ma 5e nuit que j'ai entendu les tambours pour la première fois. Il était presque 11 heures. J'étais dans mon hamac, lisant mes notes à la lumière de la lampe, quand un son profond et rythmique a commencé à pulser depuis quelque part dans la forêt. Boum, 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 constant, hypnotique. Je me suis penché par la fenêtre. Le village était sombre et silencieux, comme si tout le monde dormait. Mais les tambours continuaient, maintenant accompagnés de chants dans une langue que je ne reconnaissais pas. Le lendemain matin, j'ai demandé à Don Eusebio au sujet des tambours. Son expression s'est durcie. Cérémonie. Chose de la communauté. Cela ne vous concerne pas. Mais je suis ici pour étudier vos traditions. Pas toutes les traditions sont à étudier. Il s'est éloigné sans dire un mot de plus. Cela n'a fait qu'accroître ma curiosité. Au cours des semaines suivantes, les tambours résonnaient 2 ou 3 fois par semaine. Toujours la nuit, toujours depuis le même endroit dans la forêt. Et toujours, le lendemain matin, les gens agissaient comme si rien ne s'était passé. J'ai commencé à poser des questions plus spécifiques. Aux jeunes, qui avaient tendance à être moins réservés. Aux femmes au marché. Aux enfants qui jouaient près de la rivière. Et c'est une petite fille d'environ 8 ans qui a finalement pris la parole. C'est pour les propriétaires de la montagne, me chuchota-t-elle quand personne d'autre ne pouvait entendre. Nous leur offrons des offrandes pour qu'ils ne se fâchent pas. Propriétaires de la montagne, les petits, ceux qui vivaient ici avant nous, ceux qui ne sont jamais partis. Tu parles d'esprit ? Elle secoua la tête. Ce ne sont pas des esprits, ils sont différents.
Ma grand-mère dit que ce sont les véritables propriétaires de la jungle et que si nous ne les respectons pas, ils se fâchent. Et que se passe-t-il quand ils se fâchent? La petite fille me regarda avec des yeux très sérieux. Les gens disparaissent. Cette nuit-là, j'ai décidé de suivre le son des tambours. J'ai attendu qu'ils commencent, vers 11 heures. Puis j'ai pris ma lampe de poche et je suis sorti silencieusement de la maison commune. Le village était complètement sombre. Il n'y avait pas de lumière dans aucune maison. C'était comme si tout le monde avait éteint tout délibérément. Le son était venu de l'est, s'enfonçant dans la jungle. J'ai suivi un sentier à peine visible, m'éclairant juste ce qu'il fallait avec la lampe de poche. La végétation était dense, humide, pleine de sons nocturnes, insectes, grenouilles, créatures que je ne pouvais pas identifier. J'ai marché pendant 20 minutes, jusqu'à ce que je voie de la lumière entre les arbres. Lumière de feu. Je me suis approché prudemment, me cachant derrière un grand arbre. Il y avait une clairière dans la forêt. Et au centre de la clairière, une structure qui n'était pas tout à fait naturelle. Des pierres empilées formant quelque chose entre un autel et une petite grotte. Et devant cet autel, toute la communauté. Ils étaient en cercle concentrique, vêtus de vêtements cérémoniels que je n'avais jamais vus auparavant. Don Eusebio était à l'avant, tenant un bâton sculpté. À ses côtés, 3 grands tambours joués par de jeunes hommes. Et entre eux, sur le sol, il y avait des offrandes. Nourriture, fleurs, figures sculptées dans le bois, petites bouteilles de ce qui semblait être de l'eau de vie. Don Eusebio a commencé à chanter. Les mots étaient complètement incompréhensibles pour moi, mais le ton était suppliant, de négociation, comme s'il parlait à quelqu'un. Puis tout le monde s'est agenouillé et a attendu. J'ai observé pendant presque 1 heure. Ils attendaient, en silence complet, regardant vers l'autel de pierre. J'étais sur le point de partir quand je l'ai vu. Quelque chose a bougé entre les pierres. Au début, je pensais que c'était un animal, un singe peut-être, ou un coati. Mais quand il est sorti complètement à la lumière du feu, je suis resté pétrifié. Il était petit, de la taille d'un enfant de 5 ans. Mais ce n'était définitivement pas un enfant. La peau était d'un gris verdâtre, presque de la couleur de l'écorce d'arbre. Les bras et les jambes étaient disproportionnellement longs et fins. Les doigts se terminaient par quelque chose qui ressemblait à des griffes. Et le visage était presque humain. Mais seulement presque. Les yeux étaient trop grands, complètement noirs, sans blanc visible. Le nez était petit, à peine 2 narines. Et la bouche, quand elle s'ouvrait, révélait des dents pointues et petites. Ce n'était pas un déguisement, ce n'était pas un singe, c'était quelque chose de complètement différent. La créature s'approcha des offrandes, les reniflant. Elle prit une des bouteilles d'aguardiente et la but directement, puis émit un son qui aurait pu être de la satisfaction. Elle saisit quelques-unes des figurines sculptées, les examinant, hochant légèrement la tête. Don Eusebio parla, toujours à genoux. Les mots restaient incompréhensibles, mais le ton était clair. Il demandait quelque chose. Peut-être la permission, ou la protection. La créature répondit. Sa voix était aiguë et rauque, comme si elle n'était pas habituée à parler. Mais elle parlait définitivement, répondant dans la même langue que celle que Don Eusebio utilisait. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle se retourna et s'enfonça à nouveau parmi les pierres. Et elle ne ressortit pas. Don Eusebio se leva, et tous les autres l'imitèrent. Ils ramassèrent les tambours, éteignirent le feu avec de la terre, et commencèrent à retourner au village en silence. Je restais caché, jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Puis, contre tout mon instinct de survie, je m'approchai de l'autel. Les offrandes que la créature n'avait pas prises étaient toujours là. Mais certaines avaient disparu, y compris la bouteille d'aguardiente. Je regardais entre les pierres, essayant de comprendre où elle était allée. Il y avait une ouverture, petite, sombre, qui s'enfonçait dans la terre, une grotte. J'éclairais avec ma lampe de poche. Le tunnel descendait abruptement, au-delà de ce que ma lumière pouvait atteindre. Et d'en bas, j'entendis quelque chose. Des rires, beaucoup de rires, aigus, malicieux, comme des enfants, mais pas tout à fait. Je reculai rapidement et courus de retour au village. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté dans mon hamac, tremblant, en train de traiter ce que j'avais vu. Une partie de moi voulait croire que c'était une hallucination, que j'avais mal interprété quelque chose, que l'obscurité et mon imagination avaient créé quelque chose qui n'existait pas. Mais je savais la vérité. J'avais vu quelque chose de réel.
quelque chose qui ne devrait pas exister selon tout ce que je savais sur le monde. Le lendemain matin, Don Eusebio m'attendait devant la maison communale. « Je t'ai vu hier soir dans la forêt », dit-il sans préambule. Il n'avait aucun sens de le nier. « Oui, je t'ai dit de respecter nos coutumes, que tout n'est pas fait pour être étudié. Je suis désolé, j'étais juste curieux. La curiosité peut te tuer ici. » Il s'assit sur la marche, m'invitant d'un geste à faire de même. « Que as-tu vu ?» ?»« Je ne suis pas sûr. Une créature. Petite. Elle semblait ancienne. Ils étaient les propriétaires, ceux qui étaient ici avant les humains, avant tout humain. » Don Eusebio regarda vers la jungle. « Mon peuple connaît leur existence depuis toujours. Nous vivons à leur côté. Nous partageons la terre. Mais il y a des règles, des limites qui ne doivent pas être franchies. Que sont-ils exactement ? Il n'y a pas de mots en espagnol qui les décrivent bien. Dans notre langue, nous les appelons Xapini. Certains les appellent des lutins, mais cela ne capture pas leur véritable nature. Ce sont des gardiens, protecteurs de lieux, et ils peuvent être bienveillants ou malveillants, selon la façon dont vous les traitez. Pourquoi leur font-ils des offrandes ? Pour maintenir le pacte. Nos ancêtres ont fait un accord quand ils sont arrivés ici il y a des siècles. Nous pouvions vivre sur cette terre, pêcher dans la rivière, chasser dans la forêt. Mais en échange, nous devions les respecter, faire les cérémonies, donner les offrandes, et jamais, jamais entrer dans leur lieu sacré. Et si quelqu'un rompt le pacte ? Don Eusebio me regarda avec des yeux fatigués. Alors ils prennent quelqu'un pour nous rappeler qu'ils sont d'abord, que cette terre est toujours la leur, et que nous ne sommes que des visiteurs tolérés. Un frisson me parcourut le dos. Ont-ils pris quelqu'un ? Il y a 10 ans. Un jeune homme. Il pensait que les vieilles coutumes étaient des absurdités. Il est entré dans le lieu sacré, dans les grottes. Il voulait prouver qu'il n'y avait rien à craindre. Il fit une longue pause. Nous l'avons trouvé 3 jours plus tard. Il était vivant, mais changé. Il ne parlait pas. Il ne mangeait pas. Il regardait juste le vide. Il est mort 1 semaine après. Mon Dieu. Alors je vous conseille, Gabriel, oubliez ce que vous avez vu. N'écrivez pas à ce sujet dans votre thèse. Terminez vos recherches sur d'autres choses et partez. Les Xapini tolèrent les visiteurs qui respectent. Mais vous avez déjà franchi une ligne en nous espionnant. Ne franchissez pas une autre. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû faire exactement ce qu'il m'a dit. Mais je suis académique. Mon esprit rationnel exigeait des preuves. Documentation. Des preuves que ce que j'avais vu était réel et non le produit d'un rituel hallucinogène que je n'avais pas détecté. Cette nuit-là, j'ai attendu d'être sûr que tout le monde dormait. Ensuite, j'ai pris mon sac à dos avec ma caméra, ma lampe de poche et mon enregistreur audio, et je suis retourné dans la clairière de la forêt. L'hôtel était toujours là, sombre et silencieux. J'ai pointé ma caméra et pris des photos sous tous les angles. J'ai documenté les offrandes restantes. J'ai enregistré des notes vocales décrivant la structure. Puis je me suis approché de l'ouverture entre les pierres, la grotte. Juste une photo, me suis-je dit. Juste une preuve. Je me suis agenouillé près de l'entrée et j'ai éclairé avec ma lampe de poche. Le tunnel descendait à un angle prononcé. Les murs étaient en terre compactée et en racines. Cela ne semblait pas naturel. Cela semblait excavé, élargi délibérément. J'ai entendu les rires à nouveau. Plus lointain cette fois, venant des profondeurs. J'ai placé ma caméra sur le bord, réglé le minuteur et pris une photo avec flash vers l'intérieur. Le flash a illuminé le tunnel pendant une fraction de seconde. Et dans cette fraction de seconde, j'ai vu quelque chose. Des yeux. Des douzaines de paires d'yeux noirs et brillants, me regardant depuis l'obscurité, tous fixés sur moi. Les rires se sont arrêtés brusquement. Le silence qui a suivi était absolu, comme si toute la forêt avait retenu son souffle. Puis j'ai entendu du mouvement, rapide, quelque chose grimpant dans le tunnel. Je n'ai pas attendu pour voir ce que c'était. J'ai attrapé ma caméra et j'ai couru. J'ai couru plus vite que je n'avais jamais couru de ma vie, sans me soucier du bruit, sans me soucier de la direction, juste en m'éloignant de cet endroit. J'entendais des choses bouger dans la forêt autour de moi, des branches qui se brisaient, des feuilles qui craquaient, et ces rires, maintenant tous autour, m'entourant. Je suis tombé sur une racine et je suis tombé face contre terre. La caméra s'est envolée de mes mains. Je me suis relevé, la cherchant désespérément avec la lampe de poche, et je les ai vus.
Ils étaient dans les arbres, sur le sol, derrière les buissons, des dizaines d'entre eux, les créatures, les Xapini, tous me regardant avec ses yeux complètement noirs. Un d'eux s'est approché. Il était plus grand que celui que j'avais vu lors de la cérémonie. Plus vieux peut-être. Il avait des cicatrices sur la poitrine et les bras. Et quand il a parlé, c'était en espagnol. « Tu as violé le lieu sacré ». Sa voix était comme du verre brisé. Chaque mot faisait mal à entendre. « Je suis désolé », ai-je réussi à dire. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Mensonge. On t'a averti. Tu as vu la cérémonie. Tu savais que c'était interdit. Mais ton arrogance était plus forte que ta peur. S'il te plaît, je vais juste partir. Je ne dirai rien. Je ne publierai rien. Trop tard pour des promesses. Il s'est approché davantage. Je pouvais sentir son haleine, celle de la terre mouillée, et quelque chose de sucré et pourri. Tu as vu trop de choses. Tu as profané le sacré. Le pacte exige un paiement. Les autres Xapini ont commencé à s'approcher, formant un cercle autour de moi. Que voulez-vous ? Ce que nous voulons toujours de ceux qui enfreignent les règles. Ton essence, ta vie, pour nourrir la terre, pour rappeler aux autres pourquoi ils doivent respecter. Ils m'ont complètement encerclé. Je pouvais sentir leurs petites mains froides me toucher, tirer sur mes vêtements, gratter ma peau. J'ai fermé les yeux, m'attendant au pire. Puis, j'ai entendu une voix, forte, autoritaire, Don Eusebio. Il se tenait au bord du cercle, tenant son bâton cérémoniel. Il a commencé à parler dans sa langue, des mots rapides et fermes. Les Xapini ont légèrement reculé, sifflant de mécontentement. Le vieux a continué à parler, sa voix ne faiblissant jamais. C'était clairement une négociation, un argument. Il me défendait. Le grand Xapini a répondu, sa voix pleine de fureur. Mais Don Eusebio n'a pas cédé. Il a frappé le sol avec son bâton 3 fois, chaque coup résonnant de manière antinaturelle dans la forêt. Il y eut un long silence. Enfin, le grand Xapini parla. Cet homme a rompu le pacte. Mais toi, vieux gardien, tu parles en son nom. Offres-tu un paiement en son nom ? J'offre un triple don à la prochaine lune, et ma parole que cet homme quittera ces terres avant l'aube et ne reviendra jamais. Et s'il rompt cette parole, alors vous pouvez prendre qui vous voulez, y compris moi. Le Xapini me fixa intensément. Tu as de la chance, étranger. Le vieux gardien prend beaucoup de risques pour toi. Tu ne mérites pas une telle miséricorde. Il se tourna vers Don Eusebio. Nous acceptons, triple don, et cet humain doit partir avant que le soleil ne touche l'horizon. S'il est encore ici lorsque le soleil se lève, l'accord est annulé. Tous les Xapini disparurent dans l'obscurité aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Don Eusebio m'a aidé à me relever. Mon corps était couvert de petites égratignures, mais superficielles, rien de grave. « Avez-vous votre caméra ?» demanda-t-il. Nous l'avons trouvée à quelques mètres. Il me l'a remise. « Efface les photos, maintenant, devant moi. » Avec des mains tremblantes, j'ai effacé toutes les photos que j'avais prises cette nuit-là. Chacune d'elles. Le dictaphone aussi. J'ai effacé les enregistrements audio. Don Eusebio hocha la tête. « Retournez maintenant au village. Emballez vos affaires. Je vous emmènerai au fleuve dans ma pirogue, et ne revenez jamais ici. » Don Eusebio, merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Remerciez-vous en étant plus sage. Le monde est plus grand et étrange que ce que vos livres disent. Il y a des choses qui doivent rester cachées, des mystères qui ne sont pas destinés à être résolus. Il commença à marcher en arrière. Et maintenant, j'ai mis ma communauté en danger à cause de vous. Un triple don est un prix élevé. J'espère que cela en valait la peine. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien que je puisse dire. Nous sommes arrivés au village juste au moment où le ciel commençait à s'éclaircir à l'est. J'ai emballé mes affaires en 10 minutes. Don Eusebio m'a emmené au fleuve dans sa petite canoë motorisée. Le voyage s'est fait en silence. Quand nous sommes arrivés au village le plus proche, où je pourrais prendre un transport pour retourner en ville, il m'a aidé à descendre mes affaires. Une dernière chose, a-t-il dit. Ne racontez pas cette histoire, du moins pas toute la vérité. Vous pouvez écrire sur nos cérémonies générales, nos coutumes visibles, mais les Xapini, laissez-les en paix. Et si j'ai besoin d'expliquer pourquoi je suis parti si abruptement ? Dites que vous êtes tombé malade, que la jungle n'était pas pour vous, n'importe quoi d'autre que la vérité. J'ai hoché la tête. Je le ferai. Nous nous sommes dit au revoir sans plus de mots.
Je suis retourné en ville le même après-midi. J'ai passé 3 jours au lit, me remettant du choc et traitant tout cela. Puis j'ai terminé ma thèse en utilisant uniquement les informations que j'avais recueillies au cours des premières semaines, avant de voir les cérémonies. Personne n'a remis en question pourquoi j'avais écourté mon séjour sur le terrain. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai trouvé un emploi comme professeur dans une université. Ma vie a continué normalement, mais je n'ai jamais oublié. Et parfois, lors de nuits très silencieuses, quand je ne peux pas dormir, j'entends quelque chose. Des rires, lointains, à peine audibles. Mais là, me rappelant qu'il y a des choses dans ce monde que la science ne peut expliquer, qu'il y a des limites qui ne doivent pas être franchies, qu'il y a des pactes anciens qui maintiennent l'équilibre entre notre monde et d'autres que nous pouvons à peine imaginer, et que certains secrets doivent rester enfouis au plus profond de la jungle, pour toujours. Et ainsi se termine ce que Gabriel m'a partagé. Il a quitté l'anthropologie de terrain après cela et enseigne maintenant uniquement la théorie. Il dit qu'il ne retournera jamais dans une jungle. Si jamais vous avez été dans un endroit où vous avez senti que vous n'étiez pas le bienvenu ou quelque chose d'ancien observé depuis l'ombre, partagez-le dans les commentaires. Parfois, les légendes existent pour une raison. Merci d'avoir écouté et que vous ayez de doux rêves cette nuit. Abonné de la chaîne m'a partagé ce récit il y a quelques semaines. Il préfère que je l'appelle simplement Daniel et il vit à Mexico. Ce qu'il m'a raconté sur l'année passée dans un certain appartement m'a laissé complètement perturbé. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu sentais que quelque chose n'allait pas, où l'atmosphère elle-même semblait chargée de quelque chose d'obscur, raconte-le-moi dans les commentaires. Je suis fasciné par la façon dont certains espaces semblent retenir des énergies ou des présences que nous ne pouvons pas expliquer. Voici maintenant l'histoire de Daniel et de l'appartement dans lequel elle n'aurait jamais dû emménager. Un endroit où chaque nuit apportait quelque chose de nouveau, quelque chose de pire, jusqu'à ce elle comprenne enfin la terrible vérité. Je m'appelle Daniel et je dois raconter cela parce que si je ne le fais pas, je sens que je vais devenir fou folle. Ce que j'ai vécu dans cet appartement a changé ma façon de voir le monde, a changé ma façon de dormir, a changé qui je suis. Cela s'est passé il y a 2 ans. J'avais 26 ans et je venais de décrocher un emploi décent dans une entreprise de marketing à Mexico. Je vivais avec mes parents à Naucalpan, mais le trajet jusqu'au travail durait presque 2 heures chaque jour. J'en avais assez de perdre 4 heures par jour dans la circulation, alors j'ai décidé de chercher un endroit où vivre seul, près de mon travail dans la Colonia Condesa. Le problème était mon budget. La Condesa n'est pas bon marché, et avec mon salaire d'entrée, je ne pouvais me permettre que quelque chose de très basique. J'ai cherché pendant des semaines sans trouver rien que je puisse payer. Puis j'ai trouvé l'annonce dans un groupe Facebook. Appartement en location Condesa, 4500 pesos par mois. Une chambre, salle de bain complète, cuisine intégrée, 4e étage, disponible immédiatement. Le prix était ridiculement bas pour la zone, pratiquement la moitié de ce que coûtaient d'autres endroits similaires. Je pensais qu'il devait y avoir un défaut grave, mais j'ai décidé de le voir quand même. Le bâtiment se trouvait dans une rue calme, bordée d'arbres. Magnifique. C'était un immeuble art déco des années 40, bien entretenu de l'extérieur. Le propriétaire, un monsieur d'une 60aine d'années nommé Don Ernesto, m'a accueilli à l'entrée. « Tu viens pour l'appartement du 4e étage ?» a-t-il demandé avec une expression étrange. Ce n'était pas exactement désagréable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une mise en garde silencieuse que je n'ai pas su lire à ce moment-là. « Oui, monsieur. J'ai vu l'annonce. Suivez-moi. » Nous montâmes les escaliers. L'immeuble était calme. J'entendais la télévision dans certains appartements, des enfants jouant dans d'autres. Normal, ordinaire. Mais quand nous sommes arrivés au 4e étage, l'atmosphère a changé. Je ne sais pas comment l'expliquer. L'air semblait plus lourd, plus froid. Le couloir était plus sombre que les autres, bien qu'il ait les mêmes fenêtres. Il y avait 4 portes à cet étage. Don Ernesto s'est dirigé vers la dernière, celle du fond. Appartement 4D. C'est ici, dit-il, en sortant les clés. Les autres appartements de cet étage sont-ils occupés ? Ai-je demandé. Non, ils sont vides, pour l'instant.
Il a ouvert la porte. L'appartement était petit mais fonctionnel. Un salon salle à manger avec une cuisine intégrée, une chambre avec un placard encastré, une salle de bain complète. Il était meublé de façon basique. Un lit, un vieux canapé, une petite table, quelques étagères. Les murs étaient peints en blanc, bien que la peinture semble usée à certains endroits. J'avais une grande fenêtre dans le salon donnant sur la rue, avec une bonne lumière naturelle. La chambre avait une fenêtre plus petite, donnant sur une cour intérieure. « Pourquoi c'est si bon marché ?» ai-je demandé directement. Don Ernesto a soupiré. « Je vais être honnête avec toi parce que tu as l'air d'un bon garçon. Cet appartement a eu des problèmes pour garder des locataires. Les gens déménagent rapidement. 1 mois, 2 mois au maximum. Ils disent qu'ils entendent des choses, qu'ils se sentent mal à l'aise. Quel genre de choses entendent-ils? Des bruits, des pas, des voix, les plaintes habituelles. Je n'ai jamais rien expérimenté et je suis souvent entré pour faire des réparations. Je pense que ce n'est que l'imagination des gens. Ou les vieilles tuyaux. Cet immeuble a 80 ans. Il fait du bruit. Mais les gens ont peur facilement. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû écouter l'avertissement. Mais j'étais sceptique. Je ne croyais pas aux fantômes. Et j'avais désespérément besoin d'un endroit près du travail que je pouvais me permettre. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Ai-je demandé. Don Ernesto hésita. Il y a de nombreuses années, dans les années 60, il y a eu un incident dans cet appartement. Un homme a tué sa femme ici, et puis il s'est suicidé. Mais cela remonte à plus de 50 ans. Je ne pense pas que cela ait de pertinence aujourd'hui. Un meurtre-suicide, bien sûr. Typique des appartements bon marché avec des histoires. Mais j'étais jeune, arrogant, rationnel. On n'allait pas m'effrayer avec de vieilles histoires. Je prends, ai-je dit. Don Ernesto acquiesça, bien que j'ai vu un éclat de quelque chose dans ses yeux. De la peine? De l'inquiétude? Très bien. J'ai besoin d'1 mois de dépôt et du premier mois à payer d'avance. Pas de contrat à long terme, mois par mois. Tu peux partir quand tu veux. Nous avons signé l'accord le jour même. J'ai déménagé 1 semaine plus tard. Les 3 premiers jours ont été complètement normaux. J'ai installé mes vêtements, mes affaires. J'ai fait de l'appartement mon chez-moi. J'ai bien dormi. Je n'ai rien entendu d'étrange. J'ai commencé à penser que Don Ernesto avait raison, que les gens étaient simplement superstitieux. La 4e nuit, j'ai entendu le premier bruit. Il était passé minuit. J'étais au lit, presque endormi, quand j'ai entendu quelque chose venant du salon. Comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. Un son râpeux, lent. Scrap, scrap, scrap. Je me suis assis sur le lit, maintenant complètement réveillé. Le son continuait. Mon cœur battait vite. J'ai pris mon téléphone et activé la lampe de poche. Je suis sorti lentement de la chambre et j'ai éclairé le salon. Il n'y avait rien, absolument rien. Le canapé était à sa place. La table ne s'était pas déplacée. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Le son s'est arrêté au moment où je suis entré dans le salon. Probablement les voisins, pensais-je. Bien que je me sois souvenu que les autres appartements du 4e étage étaient vides, peut-être quelqu'un du 3e étage. Je suis retourné au lit et j'ai essayé de dormir. Mais le son est revenu 1 heure plus tard. Même son, même durée. Et il s'est arrêté au moment où j'ai allumé la lumière. Cela a duré 1 semaine. Chaque nuit. Toujours après minuit. Toujours le même son de quelque chose qui traîne. Et il s'arrêtait toujours quand j'allais enquêter. Mais je pouvais vivre avec ça. C'était ennuyeux, mais tolérable. Ce n'était rien comparé à ce qui est venu après. La 2e semaine, les sons ont changé. Ce n'était plus seulement quelque chose qui traîne. Maintenant, j'entendais des pas. Clairs, distincts. Quelqu'un marchant dans le salon quand j'étais dans la chambre. Ou marchant dans la chambre quand j'étais dans le salon. Et le plus perturbant, les pas s'arrêtaient juste devant les portes. Je pouvais les entendre s'approcher de plus en plus près, jusqu'à s'arrêter juste de l'autre côté de la porte. Comme si quelqu'un se tenait là, à écouter, à attendre. Une nuit, j'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert la porte en la frappant lorsque les pas se sont arrêtés devant. Il n'y avait personne, mais l'air de l'autre côté était glacé, tellement froid que je pouvais voir mon propre souffle. Et il y avait une odeur douceâtre et pourrie, comme des fleurs fanées mêlées à quelque chose de mort.
L'odeur a disparu après quelques secondes et la température est revenue à la normale. J'ai commencé à dormir avec les lumières allumées et avec de la musique ou des podcasts jouant sur mon téléphone. N'importe quoi pour remplir le silence. Parce que le silence, c'était quand j'entendais les choses. La 3e semaine, j'ai vu la première ombre. J'étais dans la salle, en train de regarder la télévision vers 11h du soir quand quelque chose est passé devant l'écran. Une ombre, la forme d'une personne marchant entre moi et la télévision. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. J'ai éteint la télévision et je suis resté complètement immobile, à écouter. Rien. Silence total. Puis je l'ai aperçu du coin de l'œil, dans le couloir qui reliait le salon à la chambre. Une silhouette sombre, debout, immobile, juste là, me regardant. J'ai tourné la tête pour la voir directement et elle a disparu. Ma respiration était rapide, superficielle. J'ai pris mon téléphone, prêt à appeler quelqu'un. Mais à qui? À la police? Et leur dire quoi? Que j'ai vu une ombre. Je me suis forcé à marcher vers la chambre. Je devais passer par ce couloir. Chaque pas était une agonie. Chaque cellule de mon corps criait de courir dans la direction opposée. Mais je suis arrivé à la chambre. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée avec le verrou, et me suis glissé sous la couverture comme un enfant effrayé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, avec la lumière du jour filtrant par les fenêtres, tout semblait absurde, ridicule. Je laissais mon imagination me contrôler. J'avais besoin d'être rationnel, mais la rationalité n'explique pas ce qui s'est passé la 4e semaine. Je suis rentré chez moi après le travail, fatigué, et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Tous les meubles du salon avaient été déplacés. Le canapé, qui était contre le mur, était maintenant au centre de la pièce. La table avait été déplacée dans le coin. Les étagères étaient retournées vers le mur. Et au centre du sol, soigneusement disposés, il y avait des objets de ma chambre. Mes vêtements, mes livres, mes photos de famille, tout formant un cercle parfait. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone pour prendre des photos. Une preuve. J'avais besoin de preuves que cela se passait vraiment. J'ai appelé Don Ernesto. Don Ernesto, quelqu'un est entré dans mon appartement. Tout a été déplacé. Vous avez une autre clé? Avez-vous laissé entrer quelqu'un? Quoi? Non, Daniel. Personne n'a de clé sauf toi et moi. Et je n'ai pas été près de l'immeuble depuis 2 jours. Tu es sûr? Je le regarde en ce moment même. Quelqu'un a déplacé mes affaires. Il y eut une longue pause. Daniel. Peut-être est-il temps que tu envisages de déménager. Quoi? Non, j'ai besoin que tu viennes ici. J'ai besoin que tu changes la serrure. Quelqu'un a accès à mon appartement. Je changerai la serrure demain. Mais Daniel, écoute-moi. Cet appartement, il y a quelque chose de mauvais. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai vu trop de locataires partir effrayés. Tu as l'air d'un bon garçon. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Une autre pause. Le dernier locataire avant toi est resté 6 semaines. Quand il est parti, il était différent, maigre, effrayé. Il a dit que quelque chose dans l'appartement essayait de communiquer avec lui. Que chaque nuit, les choses empiraient. Qu'il sentait que quelque chose voulait qu'il fasse quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Il a déménagé et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mais sa famille est venue récupérer ses affaires parce qu'il ne voulait même pas revenir pour ça. Cette nuit-là, je ne suis pas resté dans l'appartement. Je suis allé dans un hôtel bon marché près de mon bureau. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de décider quoi faire. Je pouvais déménager, perdre le dépôt, le mois payé d'avance, chercher un autre endroit. Où je pouvais rester, affronter ce qui se passait. J'ai décidé de rester, je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être par orgueil ou par stupidité. Probablement les deux. Le lendemain, M. Ernesto a changé la serrure. Nouvelle serrure. Nouvelle clé. Juste 2 copies. Une pour moi, une pour lui. Je me suis senti un peu mieux. Plus en sécurité. Mais cette nuit-là, en rentrant chez moi, tous les meubles avaient été déplacés encore une fois. Exactement de la même manière. Cercle d'objets au centre. Tout identique à la veille. La nouvelle serrure n'avait servi à rien. Ce fut la nuit où j'ai décidé d'enquêter. J'ai cherché sur Internet à propos de l'immeuble, de l'appartement 4D, du meurtre-suicide des années 60.
J'ai trouvé un article de journal de 1967. L'histoire était pire que ce que Don Ernesto m'avait raconté. Roberto Salazar, âgé de 32 ans, avait tué sa femme Marina dans l'appartement 4D. Mais il n'avait pas été rapide. Selon l'article, il l'avait maintenue captive pendant 3 jours, la torturant psychologiquement, la déplaçant d'une pièce à l'autre, l'obligeant à participer à des rituels que l'article ne précisait pas. Les voisins avaient entendu des cris, mais avaient supposé qu'il s'agissait d'une dispute conjugale. Personne n'avait appelé la police. Personne n'était intervenu. Au 4e jour, Roberto l'avait étranglé. Puis il s'était pendu à la poutre du plafond du salon. Ils l'ont trouvé une semaine plus tard lorsque les voisins ont remarqué l'odeur. Mais il y avait quelque chose de plus dans l'article. Un détail qui m'a fait vomir. Roberto avait laissé une note. Une seule ligne écrite avec son propre sang sur le mur de la pièce. Maintenant je comprends. Maintenant je suis libre. Ceux qui viendront après comprendront aussi. Que signifia cela? Comprendre quoi? Ce soir-là, j'ai décidé de rester éveillé. Complètement éveillé. Je voulais voir ce qui se passait. Je voulais affronter ce qu'il y avait dans cet appartement. Je me suis assis sur le canapé avec toutes les lumières allumées. Un café dans une main, mon téléphone enregistrant une vidéo dans l'autre. Minuit est passé sans incident. 1h du matin. 2h. À 3h du matin, les lumières ont commencé à clignoter. Allumées. Éteintes. Allumées. Éteintes. Et puis, elles se sont toutes éteintes en même temps. Obscurité totale. Mon téléphone est mort. Alors qu'il avait une batterie pleine, il s'est simplement éteint. Et dans l'obscurité, j'ai entendu une voix. Elle ne venait d'aucune direction précise. C'était comme si elle venait de partout en même temps, ou de l'intérieur de ma propre tête. C'était une voix masculine, tranquille, presque amicale. Enfin, tu es prêt à écouter. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était fermée par la peur. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu as peur. Tout le monde a peur au début. Mais la peur passe. Et puis vient la compréhension. Qu'es-tu? Ai-je réussi à demander d'une voix tremblante. J'étais Roberto, avant. Mais maintenant je suis plus que ça. Maintenant je fais partie de cet endroit. Partie de ces murs. Partie de sa mémoire. Que veux-tu de moi? Je veux que tu comprennes ce que j'ai compris. Je veux que tu vois ce que j'ai vu. Il y a des choses au-delà du voile. Des choses que la majorité ne verra jamais. Mais cet endroit, cet appartement, est mince ici. Le voile est mince. Et tu peux voir à travers. Je ne veux rien voir. Je veux juste que tu me laisses en paix. Un rire, doux, presque triste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu as déjà commencé à voir. Les ombres, les sons, les mouvements. Chaque nuit, tu verras plus. Chaque nuit, le voile deviendra plus mince. Jusqu'à ce qu'enfin, une nuit, tu le traverses complètement. Et alors tu comprendras, comme j'ai compris. Qu'as-tu fait à ta femme? Je lui ai montré la vérité. Elle ne voulait pas la voir, elle s'est battue. Elle a crié. Mais à la fin, juste avant la fin, elle aussi l'a vu. J'ai vu dans ses yeux qu'elle avait enfin compris. Et j'ai ressenti la paix en sachant qu'elle ne mourrait pas dans l'ignorance. Tu es malade, tu es un monstre. Je suis un messager, et tu seras le prochain. Ou tu partiras et passeras le reste de ta vie à te demander ce qu'il y avait de l'autre côté. Le choix t'appartient. Les lumières se sont allumées brusquement. L'appartement était exactement comme avant. Mon téléphone s'est mis à vibrer, affichant 3h33 du matin. Je me suis levé du canapé, j'ai pris mon ordinateur portable, mon téléphone, mon portefeuille et mes clés. Je n'ai rien emballé d'autre. Je suis simplement sorti. Je courus dans les escaliers, sorti de l'immeuble dans la rue silencieuse à 3h du matin. Je courus jusqu'à trouver une rue plus fréquentée. Je m'assis à un arrêt de bus sous la lumière brillante d'un lampadaire jusqu'à l'aube. Je ne suis jamais retourné à l'appartement 4D. Le lendemain, j'appelai Don Ernesto et lui dis que je gardais le dépôt, mes affaires, tout. Je ne voulais rien de cet endroit. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mes affaires, j'ai perdu un mois de ma vie, mais j'ai sauvé quelque chose de plus important. J'ai sauvé ma santé mentale et peut-être ma vie.
car maintenant je comprends ce qui est arrivé à Marina. Je comprends ce qui est arrivé aux anciens locataires qui ont duré peu. Et je comprends ce qui est arrivé au dernier locataire qui est parti émacié et effrayé. Cet appartement n'est pas simplement hanté, c'est un piège. Un endroit où le voile entre notre monde et quelque chose de plus est dangereusement mince. Et quelque chose de l'autre côté, Roberto, ou ce qu'il en reste, essaie de faire en sorte que les gens traversent. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je ne veux pas le savoir. Maintenant, je vis avec un colocataire dans un appartement normal, loin de la Condessa. Je dors avec les lumières allumées certains soirs. J'évite d'être seul dans des endroits trop silencieux. Et je ne cherche jamais des appartements suspectement bon marché. Parce que maintenant je sais que certains endroits sont bon marché pour une raison. Et cette raison, c'est que quelque chose y vit. Quelque chose qui veut de la compagnie. Quelque chose qui veut montrer à quelqu'un ce qu'il a vu. Quelque chose qui attend patiemment que le prochain locataire arrive. Le prochain qui soit assez désespéré, assez sceptique ou assez idiot pour ignorer les avertissements, comme j'ai failli l'être. Et c'est ainsi que se termine l'histoire que Daniel a partagée avec moi. Il m'a dit qu'il fait encore des cauchemars à propos de cet appartement, qu'il se réveille parfois en pensant entendre ses pas. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu avais l'impression qu'il voulait quelque chose de toi, ou si tu as dû fuir un foyer pour des raisons que d'autres ne comprendraient pas, laisse-le dans les commentaires. Tu n'es pas seul dans ces expériences. Parfois, la décision la plus courageuse est simplement de partir, sans regarder en arrière. Prends soin de toi, repose-toi bien, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Cette histoire m'a été envoyée par un follower nommé Marcos qui a travaillé pendant 1 an dans une station-service en bordure de route à l'extérieur de Monterrey, au Mexique. Ce qu'il m'a raconté sur ses quarts de nuit est quelque chose que quiconque ayant travaillé seul la nuit peut parfaitement imaginer, et c'est précisément ce qui le rend si effrayant. Si vous avez déjà travaillé seul lors d'un quart de nuit et ressenti que quelque chose n'allait pas, que quelque chose vous observait depuis l'obscurité, partagez-le dans les commentaires. Je suis fasciné par la façon dont les endroits les plus ordinaires peuvent devenir complètement différents lorsque la nuit tombe. Maintenant, voici l'histoire de Marcos et ce qu'il a découvert. Il visitait la station-service chaque matin, à l'aube, toujours à la même heure, demandant toujours la même chose. Je m'appelle Marcos et j'ai travaillé dans une station-service sur la route pendant 11 mois. C'était un travail horrible, mais j'avais besoin d'argent. Je venais de sortir de l'université, j'avais des prêts étudiants à rembourser et trouver un emploi dans mon domaine était presque impossible. Alors, quand j'ai vu l'annonce de caissier de nuit avec un bon salaire, j'ai postulé immédiatement. La station-service était sur la route de Saltillo, à environ 30 km de Monterrey. C'était l'une de ces petites stations monomarques, avec 4 pompes, une petite boutique et des toilettes. Pendant la journée, il y avait 2 employés. La nuit, de 11h du soir à 7h du matin, vous étiez complètement seul. Le propriétaire, Don Raoul, était un homme d'une 50aine d'années, sérieux mais correct. Lorsqu'il m'a embauché, il m'a donné les instructions de base. Comment faire fonctionner les pompes, comment gérer l'argent liquide, que faire en cas d'urgence. Il m'a donné une radio pour communiquer avec lui si quelque chose se produisait, bien qu'il ait admis que la réception était irrégulière dans cette zone. « As-tu déjà travaillé seul de nuit auparavant ?» me demanda-t-il. « Non, mais ça ne me pose pas de problème. » Il acquiesça, mais il y avait quelque chose dans son expression. Un doute, une inquiétude. « Écoute Marcos, je vais être honnête avec toi. C'est un travail solitaire. Certaines nuits, personne ne passe pendant des heures. Et ce tronçon de route, il arrive parfois des choses étranges. » Quel genre de choses étranges ? Rien de nécessairement dangereux, juste étrange. Des clients rares à des heures rares. Si quelque chose te met mal à l'aise, fais confiance à ton instinct. Ferme la boutique, reste dans la cabine de paiement et appelle la police si nécessaire. Je pensais qu'il exagérait, qu'il parlait probablement de ivrogne ou de personnes suspectes. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Mon premier tour a été un mardi. Je suis arrivé à 11h précises. Le garçon de l'équipe du soir, Luis, m'a rapidement montré où tout était et est parti en courant. Il semblait pressé de partir. « Bonne chance, mon frère !» C'était tout ce qu'il a dit avant de monter sur sa moto et de disparaître sur la route. Et là, je suis resté seul.
La station-service était éclairée par des néons puissants qui créaient un cercle de lumière brillante au milieu de l'obscurité totale de la route. Au-delà de ce cercle lumineux, il n'y avait que du noir. Le terrain autour était désert, sans maison, sans arbres, juste une terre stérile qui disparaissait dans l'obscurité. Les premières heures ont été occupées. Des camionneurs faisant des pauses nocturnes, quelques automobilistes, des gens rentrant tard chez eux. Mais après 1 heure du matin, le trafic est devenu sporadique. Une voiture toutes les 20 ou 30 minutes. Et après 3 heures, presque rien. Le silence était oppressant. Seul le bourdonnement des néons et le passage occasionnel d'un camion sur la route sans s'arrêter. Je restais à la caisse, regardant des vidéos sur mon téléphone, essayant de ne pas penser à combien je me sentais seul. Ma première semaine s'est déroulée sans incident. Je commençais à m'habituer au rythme. C'était ennuyeux mais supportable. Le salaire était bon, je pouvais le supporter. Mais la 2e semaine, c'est là que j'ai rencontré la femme en robe blanche. C'était un jeudi, vers 3h30 du matin. J'étais à moitié endormi dans la cabine quand j'ai entendu la cloche qui sonnait chaque fois qu'une voiture passait sur le tuyau d'air à l'entrée. Ding, ding. Je me suis redressé, espérant voir une voiture s'approcher des pompes. Mais il n'y avait aucune voiture. La station-service était vide. Je fronce les sourcils. Parfois, la cloche sonnait par erreur, activée par le vent ou un animal. J'étais sur le point de l'ignorer quand je l'ai vue. Une femme se tenait juste au bord du cercle de lumière, là où l'éclairage de la station-service rencontrait l'obscurité de la route. Elle portait une longue robe blanche, comme d'une époque ancienne. Ses cheveux étaient foncés et longs, tombant sur ses épaules. Et elle était simplement là, immobile, regardant vers la station-service. Ma première pensée a été que j'avais eu un accident. Peut-être que sa voiture était tombée en panne dans l'obscurité et qu'elle avait marché jusqu'ici pour chercher de l'aide. Je suis sorti de la cabane. « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» Elle ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Elle continua simplement à regarder. Je m'approchai de quelques pas. Maintenant, je pouvais mieux la voir. Elle était jeune, peut-être 25 ans. Son visage était pâle, trop pâle. Et ses yeux. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux. Ils étaient fixes, sans cligner, comme ceux d'une poupée. « Ça va ? Avez-vous eu un accident ?» Elle parla enfin. Sa voix était douce, presque un murmure, mais clair dans le silence de la nuit. « Avez-vous de l'eau ?»« De l'eau. »« Oui, bien sûr. Il y a des bouteilles au magasin. Entrez. » Elle ne bougea pas. « Avez-vous de l'eau ?» répéta-t-elle, avec exactement le même ton, comme si c'était un enregistrement. « Oui, madame. Il y a de l'eau à l'intérieur. Entrez, je vous la donnerai. » Elle se retourna lentement et commença à marcher vers l'obscurité, s'éloignant de la station-service. « Attendez, où allez-vous ?» Mais elle continua à marcher. En quelques secondes, l'obscurité l'a complètement engloutie. Elle a disparu comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté là, confus. Qu'est-ce que c'était que ça ? Pourquoi a-t-elle demandé de l'eau puis s'est-elle simplement enfuie ? J'ai cherché dans l'obscurité avec ma lampe de poche, mais je n'ai rien vu. Aucun véhicule en panne, aucun signe que quelqu'un ait été là. Je suis retourné à la cabane, inquiet. Peut-être était-ce une femme avec des problèmes mentaux. Peut-être était-elle désorientée. J'aurais dû insister davantage pour l'aider. Mais quelque chose en moi me disait que j'avais bien fait de ne pas la suivre dans l'obscurité. La nuit suivante, vendredi, elle est revenue. Même heure. 3h30 du matin. La sonnette a retenti. Ding ding. Et là, elle était là, debout exactement au même endroit, au bord de la lumière. Même robe blanche, même longue chevelure, même posture immobile. Ma peau s'est hérissée. Je suis sorti de la cabane, mais cette fois je ne me suis pas approché autant. « Madame, êtes-vous celle d'hier soir ?» Elle m'a regardé avec ses yeux fixés, sans cligner des yeux. « Avez-vous de l'eau ?» Les mêmes mots, le même ton exact. « Oui, nous avons de l'eau. Voulez-vous que je vous l'apporte ?»« Avez-vous de l'eau ?» Ce n'était pas une conversation. C'était comme si je ne pouvais dire que cette phrase, comme un disque rayé. « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais si vous avez besoin d'aide, je peux appeler quelqu'un. » Elle a fait demi-tour et a marché vers l'obscurité, exactement comme la nuit précédente. Même pas, même rythme, et elle a disparu.
Cette fois, j'ai vérifié les caméras de sécurité. La station-service avait 4 caméras, une pointant de chaque côté. J'ai rembobiné jusqu'au moment précis. Les caméras montraient la station-service vide. Il n'y avait personne au bord de la lumière. Il n'y avait aucune femme en robe blanche. Juste moi sortant de la cabane, parlant apparemment dans le vide, puis retournant à l'intérieur. Mais je l'avais vu, aussi clairement que je me vois moi-même. J'avais été là, je lui avais parlé. Pourquoi les caméras ne l'ont-elles pas capturé? La 3e nuit, samedi, j'ai décidé d'être prêt. Je suis resté dans la cabane avec les portes fermées. J'avais mon téléphone en train d'enregistrer, pointé vers l'extérieur. Quand elle apparaîtrait, je l'enregistrerai. J'aurais une preuve. 3h30 du matin. Ding ding. Elle était là. Même position. Même robe. Cette fois, je ne suis pas sorti. Je l'ai simplement observée de l'intérieur de la cabane, avec mon téléphone en train d'enregistrer. Elle est restée là pendant une 30aine de secondes. Puis, sans que personne ne sorte pour la voir, elle a dit à voix haute « Avez-vous de l'eau ?» Sa voix a traversé clairement les murs de la cabane, même si elle ne devrait pas pouvoir l'entendre si bien de l'intérieur. J'ai attendu. Je n'ai pas répondu. Elle a répété « Avez-vous de l'eau ?» Et alors, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a commencé à marcher, pas vers l'obscurité comme les nuits précédentes, vers la station-service. Vers moi. Mon cœur battait sauvagement. J'ai vérifié que la porte de la cabane était bien verrouillée. C'était le cas. Elle marchait lentement, ses pieds touchant à peine le sol. Et tandis qu'elle s'approchait, je pouvais voir plus de détails sous la lumière brillante. Sa robe n'était pas seulement blanche. Elle était mouillée, coulée. Elle laissait une traînée d'eau derrière elle en marchant. Et sa peau n'était pas seulement pâle. Elle avait une teinte bleutée, comme un cadavre. Elle s'est arrêtée juste devant la porte de la cabane. Nous n'étions séparés que par le verre. Je pouvais voir son visage clairement maintenant. Ses yeux n'étaient pas seulement fixés, ils étaient morts, sans vie, sans âme. Juste des orbites vides, regardant sans voir. Et sa bouche. Quand elle a parlé cette fois, sa bouche ne bougeait pas de façon naturelle. Elle s'ouvrait trop, comme une charnière cassée. « Avez-vous de l'eau ?» L'eau continuait de goûter de sa robe, formant une flaque à ses pieds. « Non, » murmurait. « Nous n'avons pas d'eau. Va-t'en, s'il te plaît. Pars !» Elle pencha la tête d'une manière impossible, trop loin, comme si son cou n'avait pas d'os. « J'ai besoin d'eau. Je suis en train de sécher. » Et alors j'ai vu quelque chose qui a failli faire éteindre mon esprit. Sa peau a commencé à se fissurer, littéralement. Comme de la terre sèche. Des fissures apparaissaient sur son visage, sur ses bras, sur chaque centimètre de peau visible. Et de ces fissures, au lieu de sang, sortait de l'eau sale, boueuse. J'ai crié. Je ne pouvais pas m'empêcher. Et au moment où j'ai crié, elle a disparu. Elle n'était plus là. La mare d'eau restait sur le sol, mais elle s'était évaporée. Elle tremblait de façon incontrôlable. J'ai vérifié mon téléphone. La vidéo montrait la station-service vide. Aucune femme, aucune mare d'eau. Juste moi, assis dans la cabane, regardant dans le vide. Mais quand j'ai ouvert la porte de la cabane, la mare d'eau était toujours là. Réelle, tangible. Je pouvais la toucher. Elle était froide et sentait l'eau stagnante comme l'eau d'un vieux lac. J'ai appelé Don Raoul immédiatement, à 4h du matin. « Marcos, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» « Non, je ne vais pas bien. Il y a quelque chose ici. Une femme. Elle apparaît toutes les nuits à 3h30. Elle demande de l'eau. Et cette nuit, elle s'est approchée et moi, j'ai vu... » Je ne pouvais pas l'expliquer de manière cohérente. Don Raoul poussa un soupir lourd. La femme en robe blanche. J'aurais dû te le dire dès le début. Tu en sais quelque chose? Tous les employés de nuit la voient éventuellement. C'est pourquoi personne ne tient longtemps en poste de nuit. Le garçon avant toi n'a résisté que 3 semaines. Qui est-elle? Qu'est-ce que c'est? Il y a environ 15 ans, une femme s'est noyée dans un canal d'irrigation près d'ici. Sa voiture a quitté la route lors d'une tempête. La voiture est tombée dans le canal et elle n'a pas pu en sortir. Elle a été retrouvée quelques jours plus tard. Elle portait une robe blanche. Elle allait à un mariage. Et pourquoi apparaît-elle ici? La station-service a été construite juste à l'endroit où se trouvait le canal. Ils l'ont comblé il y a environ 20 ans et ont construit la station dessus.
Je pense qu'elle ne sait pas que le canal n'existe plus. Elle continue de chercher de l'eau, elle continue d'essayer, je ne sais pas, peut-être retourner là où elle est morte. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant? Parce que si je te l'avais dit, tu n'aurais pas accepté le travail. Écoute, elle ne fait pas de mal, elle apparaît, demande de l'eau et s'en va. Ignore-la simplement. Reste à l'intérieur à 3h30 et laisse-la faire ce qu'elle doit faire. Mais ce soir, elle s'est approchée et je l'ai vue. Elle a commencé à se fissurer. De l'eau sortait de sa peau. Il y eut une longue pause. Je n'avais jamais entendu dire qu'il fasse cela. Il ne s'était jamais approché autant de personnes. Marcos, si tu veux démissionner, je comprends parfaitement. Je te paierai les 2 semaines complètes. J'aurais dû démissionner sur le champ. Toute personne saine d'esprit l'aurait fait. Mais j'avais désespérément besoin d'argent. Et une partie stupide de moi pensait que peut-être si je l'ignorais simplement, si je restais à l'intérieur avec les portes fermées, ça irait. Je vais continuer, dis-je. Mais si elle s'approche à nouveau, je pars immédiatement. Compris. Garde mon numéro en numérotation rapide. Et Marcos, ne quitte pas la cabine après 15h15, peu importe quoi. J'ai continué à travailler. Chaque nuit était une torture d'anticipation en attendant 15h30. Et chaque nuit, elle apparaissait. Parfois, elle restait au bord de la lumière. D'autres fois, elle marchait plus près. Mais elle ne s'est jamais approchée autant que cette première fois. Toujours la même question. Avez-vous de l'eau? Toujours la robe blanche mouillée. Toujours ses yeux morts. J'ai appris à l'ignorer. Je mettais des écouteurs avec de la musique forte. Je ne regardais pas dehors entre 3h30 et 4h. J'attendais simplement que cela passe. Mais alors, 2 mois après avoir commencé, quelque chose a changé. C'était une nuit pluvieuse. Forte tempête, éclairs, tonnerre. Le genre de nuit où presque personne n'est sur la route. J'étais dans la cabane, écoutant la pluie frapper le toit en métal. 3h30 du matin. La sonnette n'a pas retenti. Elle ne pouvait pas sonner avec la tempête. Mais quelque chose m'a fait regarder dehors. Elle était là. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres figures avec elle. 5, peut-être 6, toutes vêtues de vêtements mouillés. Toutes avec cette peau pâle et bleutée. Toutes regardant vers la station-service. Et toutes ont commencé à marcher vers moi en même temps. Non, 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 répétai-je, reculant dans la cabane. Elles se sont approchées des fenêtres, ont pressé leur visage contre le verre, laissant des marques d'eau. Leurs bouches s'ouvraient et se fermaient sans synchronisation, comme des poissons hors de l'eau. Et tous parlaient en même temps, leurs voix se superposant dans un horrible chœur. « Oh, nous avons besoin d'eau. Rends-nous l'eau. Ils nous ont privés d'eau. Où est l'eau? Nous nous étouffons sans eau. Oh, 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 oh. » Les voix devenaient plus fortes, plus insistantes. Les fenêtres ont commencé à vibrer avec le son. Les lumières de la station-service clignotaient. J'ai pris le téléphone pour appeler Don Raoul, la police, n'importe qui. Mais il n'y avait pas de signal. La tempête avait renversé les tours. Les silhouettes ont commencé à frapper aux fenêtres. Pas fort. Juste des petits coups doux. Tape, tape, tape. Mais il y avait quelque chose de plus effrayant dans ces coups doux que dans les coups violents. Tape, tape, tape. Laissez-nous entrer. Nous voulons juste de l'eau. Rendez-nous ce qui est à nous. Le canal, l'eau, rendez-nous. Et alors, l'une des figures, pas la femme en robe blanche, une autre, a pressé sa main contre la vitre. Et là où elle a touché, la vitre a commencé à s'embuer de condensation. Pas une condensation normale. Celle-ci avait une teinte verdâtre comme des algues. L'embuement s'est étendu, couvrant toute la fenêtre, puis les autres fenêtres. Bientôt, toute la cabane était couverte de cette condensation verdâtre qui sentait l'eau stagnante. Je ne pouvais pas voir dehors. Je ne pouvais qu'entendre les coups. Tape, 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 et les voix. Oh, oh, oh. Je me suis blotti sur le sol de la cabane, les mains sur les oreilles, en pleurant. Je ne suis pas fier de l'admettre, mais j'étais terrifié au-delà de toute raison. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Mais finalement, les coups ont cessé. Les voix se sont tuées.
Et quand j'ai enfin rassemblé le courage pour nettoyer un peu la condensation de la fenêtre et regarder dehors, elles avaient disparu. La tempête était également passée. Le ciel commençait à s'éclaircir avec les premiers signes de l'aube. Il était 5h30 du matin. 1h30. Elle avait duré 1h30. Lorsque le service de jour est arrivé à 7h, je suis sorti de cette cabane en titubant comme un ivrogne. Le garçon du service de jour m'a regardé alarmé. « Frère, ça va? Tu as l'air terrible. » Je démissionne. C'était tout ce que j'ai dit. Ce matin-là, j'ai appelé Dom Raoul et lui ai dit que je ne reviendrais pas. Il m'a proposé de me payer tout le mois si je restais 2 semaines de plus pour former un remplaçant. Ni pour tout l'argent du monde, lui ai-je répondu. Je suis resté sans emploi pendant 3 mois après ça. Chaque jour sans argent en valait la peine pour ne pas revenir là-bas. Finalement, j'ai trouvé un travail dans mon domaine. Maintenant, je travaille dans un bureau, en horaire de jour normaux, entouré de gens. Et je n'ai jamais été aussi reconnaissant. Mais parfois, quand il pleut fort la nuit, je me réveille en pensant entendre ce son. Tape, tape, tape. Et ces voix qui murmurent. Oh, oh, oh. Je circule occasionnellement sur cette route pendant la journée. La station-service est toujours là, fonctionnant normalement. Don Raoul a finalement embauché 2 personnes pour le service de nuit au lieu d'une. Je suppose qu'il a finalement compris que personne ne resterait seul là-bas après minuit. Et chaque fois que je passe dans la journée, je regarde ce terrain vague autour de la station. Terre sèche, craquelée, morte. Il est difficile d'imaginer qu'il y a eu un canal d'eau là-bas un jour. Difficile d'imaginer des gens se noyant dans cet endroit qui est maintenant si aride. Mais ils s'en souviennent. Ceux qui sont morts là s'en souviennent. Et ils continuent de chercher l'eau qui leur a été arrachée. Ils continuent de demander, nuit après nuit, à 3h30 du matin, « Avez-vous de l'eau ?» Et il n'y a jamais assez d'eau pour apaiser les morts. V. Et avec cela se conclut l'histoire de Marcos. Il m'a dit qu'il n'a jamais travaillé de nuit depuis, qu'il préfère tout plutôt que d'être seul dans les heures sombres. Si tu as déjà travaillé dans une station-service de nuit, dans une boutique de proximité, ou dans n'importe quel endroit isolé pendant l'aube et que tu as vu des choses inexplicables, laisse un commentaire. Parfois, les endroits les plus communs cachent les histoires les plus effrayantes. Prends soin de toi, repose-toi bien, et on se retrouve dans la prochaine histoire.